Bonjour, donc aujourd'hui on va commenter le diaporama sur le premier chapitre du module M3106 concernant l'impôt sur les sociétés et on va pour l'instant parler des règles générales de l'impôt sur les sociétés en s'attachant à parler du champ d'application de l'IS, des taux principaux de l'IS, en tout cas les taux les plus classiques, qui est assujetti à l'impôt sur les sociétés et après on verra comment on impose les sociétés de capitaux avec la détermination du bénéfice imposable, et puis on parlera des impositions des sociétés de personnes et des sociétés civiles aussi. Donc, dans un premier temps, on va parler du champ d'application. Il faut savoir que l'IS est un impôt qui est calculé sur les bénéfices des sociétés, ce qui veut dire que si une société est en déficit ou en perte, elle n'a pas à supporter cet impôt. Donc, il est vraiment calculé sur la base du bénéfice des sociétés. On verra plus tard que c'est sur non pas le bénéfice comptable, mais le bénéfice fiscal. Deuxièmement, donc, il est calculé sur les profits résultant des activités des sociétés. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit juste avant. Il faut que ça soit, donc, pour payer l'IS, il faut générer du profit, c'est-à-dire avoir plus de produits que de charges. Enfin, et ça change par rapport à l'année dernière, l'IS concerne la société elle-même. C'est-à-dire que comme une société a une personnalité juridique, c'est une personne morale, une société a une personnalité juridique, elle peut donc elle-même être imposée. Et contrairement à l'année dernière, on avait vu dans l'entreprise individuelle que l'entreprise individuelle a une personnalité juridique qui est confondue avec celle de son propriétaire, de l'exploitant individuel. Et donc, conclusion, l'année dernière, l'impôt généré de l'activité de l'entreprise individuelle n'était pas payé par l'entreprise elle-même, mais directement par l'exploitant individuel, comme étant considéré son salaire dans la catégorie des B et C de l'impôt sur le revenu. Donc, c'était le cas l'année dernière parce que l'entreprise individuelle, je me répète, n'a pas de personnalité juridique. Alors, cette année, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'en fait, le bénéfice qui sera généré de l'activité de la société sera imposable directement au niveau de la société à un taux aussi qui est beaucoup plus... c'est pas un taux progressif comme le barème de l'impôt sur le revenu, mais c'est un taux fixe que l'on va voir tout de suite, puisqu'en fait, si on calcule l'IS de manière très très simple, le taux actuel en 2020 c'est 28% du résultat fiscal. Donc un petit exemple, si une entreprise réalise un résultat fiscal de 60 000 euros, et bien la société devra payer 28% de 60 000 euros en impôts, c'est-à-dire 16 800 euros d'impôts. Et encore une fois, je répète, c'est l'IS qui est dû par la société et non par les associés de la société, ni gérants évidemment. Il faut que je vous parle rapidement du régime de faveur, parce qu'on va en parler fréquemment. En fait, vous pouvez penser que le taux de 28% est un taux élevé. On verra tout à l'heure qu'il est dégressif d'année en année, il diminue tous les ans, pour arriver en 2022 à un taux qui sera à 25%. Mais en tout cas, pour les petites PME, pour les PME en tout cas, il y a un régime de faveur qui permet de payer un impôt uniquement sur un taux de 15%. Alors, qui peut bénéficier de ce régime de faveur? Alors, il y a trois conditions. Ces trois conditions doivent être réunies ensemble. Ce n'est pas l'une des trois conditions qui permet de bénéficier de ce régime. Il faut cumuler les trois conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime. Il faut tout d'abord que l'entreprise ait sur une année complète un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans une société, il y a un capital. C'est-à-dire que ce capital, c'est l'argent que les associés ont déposé sur le compte de la société à sa création. Et donc, il faut que ce capital soit entièrement libéré. Il faut savoir qu'une société a 5 ans pour pouvoir libérer son capital. Mais tant que son capital ne sera pas entièrement libéré, elle ne pourra pas bénéficier de ce taux de faveur de 15%. C'est pour ça qu'il est préférable de libérer son capital le plus tôt possible. C'est-à-dire que les associés qui s'engagent à verser des fonds dans la société les versent le plus tôt possible. Et puis enfin, pour bénéficier de ce taux de 15%, il faut que la société soit principalement détenue par des personnes physiques. C'est-à-dire qu'une société pourrait très bien être détenue par d'autres sociétés. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça serait une détention par des personnes morales. Pour bénéficier de ce taux de faveur de 15%, il faut que la majorité du capital, en tout cas plus de 75% du capital, soit détenu par des personnes physiques. Si vous avez réuni ces trois conditions, alors vous pouvez bénéficier d'un taux qui n'est plus un taux de 28%, comme on l'a vu précédemment, mais d'un taux de 15%. Mais attention,
ce taux de 15% sera imputable sur un maximum de 38 120, c'est-à-dire sur vos 38 120 premiers euros de bénéfices. Eux seront imposés à 15%, mais le reste restera imposé au taux normal de 28%. Je m'explique un petit peu par un exemple. Imaginez une société qui réunit ces trois conditions, donc qui peut bénéficier du régime des faveurs, qu'on appelle régime des PME. Et bien dans ce cas-là, cette société, elle aura donc si elle avait un bénéfice fiscal de 50 000 euros, les 38 120 premiers euros, base maximum du calcul, seront imposés à 15%, et tout ce qui dépasse 38 120, donc là c'est 50 000 son bénéfice fiscal, donc moins 38 120, le reliquat, le 11 880, sera imposable à 28%, ce qui représente 3 326 euros. Donc oui, pour un régime de faveur, pour un taux réduit, pour aider les petites sociétés, les PME, mais sur un montant maximal de calcul qui est de 38 120 euros, et à condition de respecter ces trois conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà pour le régime de faveur. Il faut savoir que les taux d'imposition normaux, pas celui du régime de faveur, sont donc en diminution, et qu'en fait depuis 2018, où le taux était à 33%, l'objectif c'est d'arriver en 2022, à 25%. Donc tous les ans, ce taux va diminuer progressivement. Alors on ne va pas trop regarder 2018-2019, vous l'arriverez vous-même, mais ça n'a plus trop d'intérêt, puisque maintenant on est en 2020. Il faut savoir qu'en 2020, vous voyez, le taux est à 28% sur la totalité des bénéfices des sociétés, sauf si elles peuvent bénéficier du régime des PME, comme on l'a vu avant. En 2021, ce taux va diminuer d'1,5% pour être de 26,5%. Et il sera en 2022 de 25%. Donc vous voyez, entre 2018 et 2022, on a largement diminué nos taux d'imposition des sociétés. Alors, qui est assujetti à payer l'impôt sur les sociétés? Eh bien, il faut que ça soit une société passible de l'IS, donc c'est souvent des sociétés commerciales ou industrielles. Donc en général, ce sont les sociétés anonymes, ce sont les sociétés par action simplifiée, qu'on appelle aussi des SAS, ce sont les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, ce sont les SARL de famille. Alors qu'est-ce qu'une SARL de famille? C'est la même chose qu'une SARL, sauf qu'elle est créée uniquement avec des associés ayant des liens de parenté très forts, c'est-à-dire frères et sœurs ou parents et enfants. Dans ces cas-là, par défaut, ils sont de toute façon imposables selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, s'ils les désirent, ils peuvent opter pour l'option pour l'impôt sur le revenu dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire l'option en fait de l'imposition des sociétés de personnes dont on parlera tout à l'heure. Et puis enfin, une autre type de structure qui peut être imposable à l'impôt sur les sociétés, ce sont des associations, si cette association a un but lucratif, c'est-à-dire si cette association a pour objectif de gagner de l'argent. Il y a des sociétés qui par défaut sont à l'impôt sur le revenu, mais qui peuvent, si elles le veulent, par option, être imposables selon l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que par défaut, les règles de calcul de leur impôt, c'est l'impôt sur le revenu. Mais si elles le veulent, il faut qu'elles le fassent lors de la création de la société, on le verra après. Elles peuvent opter pour l'IS. Ce sont les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés civiles si elles ont une activité commerciale ou industrielle. C'est-à-dire qu'une société civile qui aurait une activité médicale, par exemple, ne peut pas opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est impossible. Une société civile qui aurait une activité libérale ne peut pas non plus. Par contre, une société civile immobilière qui a pour but de gérer des biens immobiliers, c'est une activité commerciale, elle pourrait, payer son impôt selon les règles de l'IS si elle opte pour cette possibilité-là. Alors, comment on opte? On opte tout de suite lors de la création de la société ou dans les 3 mois en tout cas. Cette option que l'on prend, on n'a pas le droit d'en changer. C'est-à-dire que quand on la prend une bonne fois pour toutes et on ne peut pas revenir après à un autre mode d'imposition. Je vous l'ai dit, ça ne concerne l'impôt sur les sociétés que les sociétés qui ont une activité industrielle, donc une activité de production, ou une activité commerciale, une activité d'achat pour revente.
on ne peut pas être à l'impôt sur la société si on a une activité libérale ou une activité médicale. Dernier élément important, pour opter pour l'IS, pour les sociétés qui souhaitent opter pour l'IS, elles doivent obtenir l'unanimité des associés. C'est-à-dire que ce n'est pas la majorité qui est requise, mais l'unanimité des associés. Alors, l'impôt des sociétés de capitaux. Donc, principalement, je vous ai dit, les sociétés de capitaux, c'est celles qui ont un capital. Donc, ce sont les SA, les SAS et les SARL. Alors, par défaut, on part du résultat comptable avant l'IS. On rajoute éventuellement des réintégrations, c'est-à-dire des charges non déductibles qu'on rajoute dans le résultat, et on enlève des produits non imposables qui, eux, vont venir en moins du résultat. Et on détermine le résultat fiscal. C'est le résultat fiscal qui va être imposable, en fait. Ce résultat fiscal qui va être imposable, vous voyez que le résultat fiscal est différent du résultat comptable et qu'on n'est pas imposé sur le résultat comptable, mais sur le résultat fiscal. On est imposé, comme je vous l'ai dit, à un impôt qui est de 28% par défaut. Éventuellement, une partie du bénéfice peut être imposée à 15%. Après avoir payé l'impôt, eh bien, du résultat comptable, on enlève l'impôt, et pas du résultat fiscal, mais bien du résultat comptable, on enlève l'impôt, et il reste le bénéfice net comptable. Ce bénéfice net comptable, après, que peut en faire une société? En général, elle en garde une partie dans la société, c'est ce qu'on appelle les mises en réserve. C'est-à-dire que c'est des bénéfices qui ne sont pas distribués aux associés et que la société conserve pour pouvoir investir sur les années futures. C'est ce qu'on appelle aussi l'autofinancement. Et puis, il y a une partie de bénéfices qui peut être distribuée aux associés. Donc, on va distribuer sous forme de dividendes une partie du bénéfice aux associés. Et il faut savoir que sur ces dividendes, eh bien, les associés, au niveau de l'impôt sur le revenu, vont les déclarer et donc vont payer de l'impôt sur ces dividendes. C'est pour ça qu'on considère que dans les sociétés de capitaux, on paye 2 fois l'impôt. Une fois au niveau de la société, et sur la partie du bénéfice qui est distribuée aux associés, les associés, personnellement, repayent aussi de l'impôt sur les dividendes qui leur sont distribués. Donc, on pourrait considérer que là, il y a une double imposition. Voilà le schéma type, en fait, de ce qu'on va faire au cours des futures séances. On parlera du résultat comptable, on fera les réintégrations déductions qui s'imposent afin d'aller calculer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés. À côté de ça, il y a l'impôt des sociétés de personnes et de sociétés civiles. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce sont les règles de l'IR qui vont être mises en place pour le calcul de l'impôt. Quelles sont les sociétés qui sont principalement concernées par ça? Je vous l'ai dit, des sociétés en non collectif, puisqu'elles n'ont pas de capital, c'est des sociétés de personnes. Les SARL de famille, si elles ont décidé lors de leur création d'opter pour l'impôt sur le revenu. Et les sociétés civiles, si elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Et donc, conclusion, le principe, c'est simple, c'est un peu celui de l'année dernière, quand on était au niveau de l'impôt sur le revenu des exploitants individuels, des bénéfices industriels et commerciaux. Là, le résultat fiscal de la société, lorsqu'il est déterminé, après, est déterminé selon les conditions prévues de l'exploitant individuel. Ça veut dire que, par exemple, la rémunération des associés ne seront pas déductibles du résultat fiscal. Comme l'année dernière, la rémunération des exploitants individuels n'était pas déductible du résultat fiscal. Les revenus mobiliers, eux aussi, c'est-à-dire les revenus bancaires, ne sont pas imposables au niveau du résultat fiscal, ils doivent être déduits du résultat fiscal et seront directement rattachés aux revenus des associés au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles que nous avons vues l'année dernière dans le cadre des BIC, pour les sociétés de personnes et les sociétés civiles, ce sont ces mêmes règles qui vont s'appliquer. Alors, l'imposition des sociétés de personnes, comment ça va se passer? Déjà, on est imposable sur le résultat réalisé, le résultat fiscal réalisé, et non sur le résultat qui est distribué aux associés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice imposable est immédiatement imposable ou non au nom des associés, même si on ne leur a pas distribué de dividendes, peu importe. Comme ce n'est pas la société qui paye l'impôt, mais directement les associés, on leur donne donc une partie du bénéfice et ils doivent le déclarer au niveau de l'impôt sur le revenu, même s'ils n'ont pas perçu les dividendes. C'est eux qui sont à même de payer l'impôt et qui sont redevables de l'impôt sur ce type de société de personnes.
Dans le cas d'un déficit, pareil, le déficit est donné aux associés en fonction du code-part qu'ils ont dans le capital de la société, et ce déficit, ils peuvent l'imputer sur leurs autres revenus du ménage, donc les autres revenus de leur déclaration d'impôt sur le revenu. Encore une fois, au niveau de l'imposition, la société, c'est transparent. Au niveau des sociétés de personnes, ce sont les associés qui assument la charge de l'impôt de la société. Même, je répète, si on ne leur a pas distribué de dividendes. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va répartir le résultat imposable en fonction des droits de chacun des associés dans le bénéfice de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si vous avez deux associés qui ont 50% et que vous avez un bénéfice de 1000, ils vont chacun déclarer 500 € de bénéfice dans leur impôt sur le revenu. Donc, les droits des associés sont en principe proportionnels à la participation de chacun au capital de la société. Ça, donc, pour déclarer l'impôt, en tout cas pour déterminer la quote-part qu'ils doivent déclarer au niveau de l'impôt sur le revenu, il faut connaître la participation de chaque associé dans le bénéfice, dans le capital de la société. Je vous explique ça par un petit exemple. On va prendre l'exemple de l'imposition d'une SARL qui, par défaut, est à l'IS, mais là, elle a opté pour l'IR, donc selon les règles de l'impôt sur le revenu. Donc, on a Jean et Pierre qui sont frères. Ils ont créé une SARL avec option pour l'IR. Jean possède 60% des parts et Pierre 40%. Le résultat comptable de la SARL, c'est 31 000. Mais la société a perçu, et ça a été enregistré dans le résultat, parce que c'est enregistré en comptabilité, elle a perçu 5 000 € de revenus bancaires, de revenus mobiliers. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on va appliquer les mêmes règles que celles des BIC l'année dernière, tout ce qui est revenu bancaire doit venir diminuer le résultat comptable de la société afin de déterminer le résultat fiscal. Conclusion, le résultat fiscal, c'est le résultat comptable, moins ses dividendes, puisque ces revenus bancaires sont imposables séparément au niveau des associés, en tout cas pas au niveau de la catégorie des BIC. Et puis après, le 26 000 €, eh ben on le répartit dans la quote-part du capital de chaque associé. Jean possède 60% de la société, et bien Jean, il va avoir donc, je vous fais ici un petit calcul, Jean, il va avoir donc le bénéfice 26 000 fois 60%, 0,6. Et il va déclarer donc 15 600. Et Pierre, lui, sur les 26 000, il a 40% du capital, il va déclarer donc 10 400. Et encore une fois, même si ce bénéfice n'a pas été distribué aux associés, comme ce n'est pas la société qui est à la charge de l'impôt et qui est redevable de l'impôt, ils déclareront ce bénéfice au niveau de l'impôt sur le revenu, de leur feuille d'imposition personnelle, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est vraiment ce qui change par rapport à l'imposition des sociétés de capitaux. Je me répète, pour les sociétés de capitaux, la société est redevable de l'impôt à un taux qui est normalement de 28%. Au niveau des sociétés de personnes ou des sociétés qui ont opté pour l'option pour l'impôt sur le revenu, la société n'est pas redevable de l'impôt, ce sont les associés qui ont la charge de l'impôt et ont réparti le bénéfice de la société en fonction du pourcentage du capital que chaque associé possède dans la société. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre, cette introduction rapide au niveau de l'IS, et je vous souhaite bon courage et je vous remercie. Au revoir.